hasard. Le hasard fait souvent bien les choses comme on sait. Et on se connaît depuis assez longtemps avec Katinka. Hein. Moi, je suis un vrai fan authentique. J'aime cette vision particulière qu'elle a, cette façon de prendre de la distance sur les choses, cette façon aussi de créer des formes en s'astreignant à surtout ne pas faire de métaphores. Ça, c'est particulier, mais Katinka ne raconte pas d'histoire, volontairement. Elle utilise, par exemple, je ne sais pas, des citrons. Alors tout de suite, on a envie de penser à la peinture du XVIIe siècle et la place iconographique des citrons dans la peinture. Elle ne répond pas à ça. Et quand on lui parle des poissons, par exemple, on lui dit, voilà, les poissons, bien sûr, les catholiques ont longtemps représenté finalement leur signe de ralliement à leur foi par des poissons, mais ça ne l'intéresse pas. Du coup, moi, j'ai toujours trouvé très étonnant cette façon particulière d'appréhender et la forme et la matière d'une façon aussi directe, aussi radicale, tout en ne cherchant pas à raconter l'histoire et en laissant, et je trouve avec beaucoup de générosité, la possibilité d'interpréter, de voir, de lire différemment les choses. Et voilà. Donc cette envie de travailler ensemble, on l'avait déjà formulée, elle et moi, mais un jour elle a débarqué en me disant, voilà, on s'est dit qu'on travaillerait peut-être ensemble, on me propose quelque chose, on me propose de récupérer les plaques de cuivre qui recouvrent ce bâtiment à Hanovre, le Anzeiger Hochhaus, et ce sont des plaques qui ont vécu tout le XXe siècle, toute l'histoire, toutes les métamorphoses d'une société traumatisée dans l'Allemagne d'avant, pendant et après-guerre. Et donc, en plus, il y avait quelque chose de très immédiat et de très évident aussi pour nous, parce que ce bâtiment, c'est un bâtiment qui avait cette vocation à être un lieu à la fois de pensée et de travail, dans lequel, au sous-sol, il y avait l'imprimerie, et dans les étages, le rédactionnel, plus cette coupole, effectivement, qui avait plutôt une vocation culturelle. Et donc, cette idée comme ça, de cette élévation, faisait immédiatement penser au bâtiment de la Fayette Anticipation, qui a des studios et un atelier de travail au sous-sol, et dont tout le bâtiment, de façon à la fois mécanique et spirituelle, joue cette question de l'élévation verticale. La place de Katinka dans le paysage est une question qui est complexe, parce qu'au fond, bon, elle s'inscrit dans le paysage, elle fait partie des 4 nominés du prix Marcel Duchamp, elle a une position en France qui est vraiment importante. Cela dit, c'est vrai qu'elle a eu quelques expositions intéressantes et importantes à Paris. Par exemple, son galeriste, Jocelyn Wolff, a montré une très belle exposition. Il y a eu un très beau projet au laboratoire d'Aubervilliers, il y a quelques années, mais il n'y a jamais eu vraiment de grandes expositions institutionnelles à Paris. Il y en a eu en France, il y a eu l'IAC à Villeurbanne, mais disons que c'est vrai que c'est une artiste qui a une carrière internationale qui est au moins aussi importante que sa présence en France. Katinka apporte une sorte de contrepoint vraiment étonnant à la relation que l'art entretient avec la technique de façon générale. L'art s'appuie sur la technique, depuis qu'on a inventé la peinture en tube. L'art s'appuie sur les possibilités offertes. Aujourd'hui, on voit apparaître ces artistes qui travaillent sur ce qu'on a appelé, bizarrement d'ailleurs, post-internet, en utilisant les technologies les plus nouvelles et les plus récentes. On voit bien que certains artistes travaillent la vidéo avec le même degré d'exigence que le cinéma le plus important. Là où Katinka continue de façon obstinée à travailler la matière. Et elle a travaillé avec évidemment un procédé technique, mais un procédé technique qui est décalé, qu'elle invente, qu'elle réinvente, dans lequel l'accident, l'imprévu, est une composante de départ. C'est-à-dire qu'elle est en parfait contrôle d'une chose dont elle ne sait pas son devenir. Et je trouve qu'il y a une très grande beauté, une très grande poésie dans cette façon d'être en contact très direct avec le matériau. Donc, particulièrement les matériaux qui sont malléables, qui ne déterminent pas d'une forme au départ, le plâtre, le bronze, et qui pourront potentiellement être imprégnés, prendre trace et être dévoyés par le procédé de fabrication. Alors, la production majeure, bien sûr, c'est cette œuvre centrale dans le bâtiment, Rauschen, qui est une œuvre
qui a placé l'artiste dans une situation qu'elle n'avait pas prévue. C'est-à-dire que l'énormité de matériaux avec lesquels elle travaille, c'est à la fois ces 800 kilos de plaques de cuivre, mais aussi ce siècle d'histoire que ces plaques véhiculent, l'a amenée à penser différemment la relation au travail. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu se défaire totalement de la dimension manuelle. Généralement, Katinka travaille avec les choses qu'elle peut porter, mesurer, déplacer. Et là, il s'agit d'une œuvre qui pèse 1,6 tonne, donc c'est plus difficile. Et en fait, elle a engagé cette réflexion sur l'idée que malgré tout, cette immensité qui s'annonçait avec le matériau qui lui était donné devait rester dans le registre de son vocabulaire formel, des choses qu'elle pouvait faire et appréhender avec ses mains. Et donc on est parti sur l'idée de travailler avec une forme existante, une sculpture qu'elle a réalisée en argile, où elle a enveloppé un ballon comme ça, qu'elle a mis dans un four, et à 3000 degrés, le four a saisi la céramique, l'argile, mais a brûlé le ballon. Donc en fait, la trace finalement que cette cuisson a créée, c'est l'absence de cette forme centrale qui tout d'un coup crée une sorte de ventre et d'absence signifiante. Et donc à partir de cet objet, qui n'est pas plus grand que ça, on a travaillé ensemble à la réalisation d'une œuvre qui fait 10 mètres de haut. Donc pour elle, ça a été intéressant de pouvoir se confronter avec des technologies qu'elle n'avait pas l'habitude de travailler, comme par exemple la visualisation 3D. C'était drôle, elle nous disait, moi je ne sais pas travailler avec une chose qui n'existe pas. Et donc elle a travaillé avec quelqu'un qui a tenté de mettre en forme et en espace cette forme qui en effet à ce moment-là n'existait pas, pour pouvoir l'appréhender, la visualiser, la dessiner et travailler avec des personnes, entre autres l'entreprise Gasoil qui nous a accompagnés, et donc le directeur de production Dirk Mellartz a vraiment su fédérer quelque chose de ce travail collectif à partir d'une pensée singulière, ce qui est vraiment au cœur de ce que nous faisons ici. Alors justement, comme Katinka est une artiste qui n'est pas dans la narration, les œuvres se répondent d'une façon singulière à chaque fois. C'est-à-dire que toutes ces œuvres finalement sont tout à fait autonomes en termes à la fois de contenu, de symbolique, de présence, de matériaux. Mais elles entretiennent tout ensemble une forme de dialogue. Et donc elle aime par exemple à dire que les œuvres font société. Que le fait de vivre ensemble n'est pas un état mais un engagement. Et qu'au fond, nous vivons nous-mêmes dans cette relation particulière avec les œuvres et que les œuvres elles-mêmes, entre elles, témoignent silencieusement aussi de cette forme d'engagement. Alors, les œuvres qui sont autour, finalement, parlent aussi de cette relation à la mesure. Par exemple, nous avons cette grande œuvre, Rauschen, et juste à côté, autour d'une colonne, Katinka a installé une petite pièce qui est une sorte de petit noyau de bronze attaché à une petite ficelle bleue. Et je trouve formidable et assez rare d'avoir des artistes qui peuvent ensemble montrer dans un même espace des choses aussi incroyablement disparates en termes de poids, de forme, de travail, d'investissement, de plein de choses. Il y a beaucoup d'œuvres dans l'exposition qui traitent de la question de la mesure du temps. À l'extérieur, par exemple, on a travaillé avec un dinandier, Stéphane Tomber, qui a travaillé sur cette petite cuillère géante posée sur une poutre qui est à l'extérieur et qui va en fait être achevée à la fin de l'exposition, avec le temps qu'il fait, les intempéries. Donc cette cuillère en cuivre va être amenée à se détériorer avec le temps et peut-être rejoindre la couleur de ces plaques de cuivre qui ont subi le XXe siècle. Mais aussi une autre œuvre qui je trouve particulièrement juste et belle. Il s'agit en fait d'une sorte de balance entre d'un côté un récipient en céramique rempli d'eau et de l'autre côté une sorte de pied en bois comme ça qui est un peu lesté avec du plomb. Et pendant le temps de l'exposition, l'eau va s'évaporer et la céramique va se soulever pour laisser la place à ce pied qui va se poser comme ça sur le sol. Ce qui est très beau parce qu'il y a cette dimension finalement d'une performance auquel on assiste, mais qui se déroule dans un temps qu'on ne peut pas percevoir, qu'on peut comprendre, mais qu'on ne peut pas percevoir.
Et donc on peut évidemment se projeter sur cette temporalité qui est celle de l'exposition. Et plusieurs œuvres dans l'exposition jouent sur cette dimension, cette idée finalement que le temps entre le début et la fin de l'exposition est aussi une unité de mesure. Une œuvre aussi qui vraiment fait le lien avec Rauschen, en tout cas qui lui fait face. Rauschen est vraiment une œuvre qui parle du temps, mais qui parle aussi du journal. L'idée finalement qui travaille beaucoup Katinka dans cette exposition, c'est la présence du corps face au monde. Quand on lit un journal, on apprend tous en même temps, les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Tout le monde lit stupéfait que Donald Trump a été élu. Et en même temps, on est seul avec son journal, on est seul à négocier ce moment d'histoire à ce moment précis, puisque c'est vraiment une activité tout à fait solitaire, mais dans laquelle on rentre en communion avec la Terre entière. Elle est très fascinée par cette dimension-là, cette relation que le corps entretient. Et puis ce journal, il est fondamentalement contemporain. On parle d'art contemporain, mais l'art est intempestif ou intemporel, mais il n'est pas contemporain. Le journal est contemporain. Là, effectivement, on est tous exactement sur la même ligne de départ. Et ce journal, on va peut-être après le prendre et le jeter à la poubelle. Il va être récupéré par quelqu'un qui va s'en servir de couverture dans la rue. Peut-être, potentiellement. Et donc, dans l'exposition, on a cette œuvre qui s'appelle Le Gisant, qui est, en fait, ce sont des plaques d'argile comme ça, qui sont posées de sorte à cacher un corps absent. Des plaques d'argile qui ont été figées dans une position, comme ça, dans une structure, et qui sont en même temps l'évocation de la sculpture médiévale, classique, traditionnelle, mais aussi cette idée qu'au fond, ce journal que nous aurons lu aura peut-être servi aussi à quelqu'un qui dormait dans la rue. Donc cette prise de conscience de tous les aspects de la société est omniprésente sur l'ensemble finalement de l'exposition. La Feuille d'Anticipation est une institution d'un genre tout à fait particulier. C'est un lieu qui est dédié à la production artistique. Ce qui en soi, le mot production ne veut pas dire grand-chose, et ce n'est pas forcément nous qui avons inventé le fait de produire des œuvres d'art, loin de là. Hein. Les galeries font ça, les centres d'art font ça, les musées font... Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il y a tout un monde de l'art qui participe à la production des œuvres. Mais nous sommes encore aujourd'hui dans une pensée de l'art hérité du romantisme, je pense, pour lequel l'artiste est un héros solitaire qui va dans sa grotte fabriquer la chose devant laquelle on va être amené à collectivement se prosterner. Ça n'est pas le cas ni du cinéma, ni de plein d'autres domaines. Donc dans l'art, il y a cette particularité qui est encore tenace de considérer que l'artiste est un travailleur solitaire, si tant est qu'on puisse considérer l'artiste comme un travailleur, ce qui est souvent malheureusement pour eux pas le cas. La Feuille d'Anticipation s'est donnée pour mission de travailler collectivement sur des pensées singulières, de travailler à plusieurs, de faire en sorte de convoquer des savoir-faire, des bonnes volontés autour du projet particulier, singulier d'un artiste et de pouvoir ensemble s'installer dans une pensée sans la dévoyer, sans la détourner, sans se l'approprier. Et je crois qu'il y a là un modèle particulier d'empathie créative, artistique, qui, à mon sens, n'existe nulle part ailleurs. Et c'est vrai que moi, je voyage beaucoup et il n'y a pas un endroit dans le monde où les gens ne savent pas ce que c'est que la Feuille d'Anticipation. C'est-à-dire ce lieu, précisément pour cette proximité très directe avec la création, avec les artistes, qui permet, comme c'est le cas avec Katinka Bock, de franchir une étape, est un lieu qui a très rapidement gagné une renommée internationale importante.